Donc Grégory est enseignant à l'Université de Rouen et doctorant au MIMEC, laboratoire de gestion normand. Il travaille sur l'intégration des systèmes techniques et de la démarche low-tech dans les organisations à but lucratif pour essayer d'identifier les freins, mais aussi les moteurs, les limites, mais aussi les potentiels et essayer de caractériser d'un point de vue management et stratégie la viabilité de la low-tech en entreprise. Et Quentin Feutren, qui est à distance à Rennes, ingénieur BTP, jusqu'en 2020, puis cofondateur avec sa compagne Manon de Fourmi, une micro-conserverie low-tech basée à Rennes. Tous les deux croient fermement qu'un autre modèle entrepreneurial est possible et s'appuient sur la démarche low-tech pour construire une entreprise qui puisse prendre moins de ressources possibles tout en produisant des bénéfices à 360 degrés économiques, sociaux et environnementaux. Messieurs, merci beaucoup. La parole est à vous. Merci. Bien, c'est Quentin qui va ouvrir la session. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Ok, impeccable. Eh ben, c'est parti. Alors, je vais introduire le propos, mais c'est surtout Grégory qui va apporter le plus d'éléments. Eh ben, merci en tout cas de nous donner la parole pour cette journée autour de la low-tech. On est très heureux de pouvoir nous exprimer parce que c'est comment dire, un thème qui nous tient évidemment à cœur et c'est une philosophie qui nous anime au quotidien depuis qu'on a lancé le projet de la conserverie Fourmi. Je te laisse mettre la petite slide. Donc moi, je vais surtout introduire la conserverie, vous expliquer un peu qui on est et qu'est-ce qu'on propose. Et donc pour ça, je trouvais plutôt opportun de vous expliquer notre cheminement et de savoir d'où on vient. Donc nous, pour Fourmi, tout a commencé en fait en 2020, donc avec la fameuse crise du Covid, qui a été pour nous un élément déclencheur avec Manon, où on a pris conscience de trois aspects essentiels. Le premier aspect, eh bien, c'est la fragilité de notre système alimentaire. C'est quelque chose qui a été mis en exergue par la crise du Covid. Le deuxième aspect, c'est le gaspillage au champ chez les producteurs. Un chiffre qui nous avait marqué à l'époque, c'était que ça représentait 32% des pertes en fruits et légumes en France. Donc, c'est un sacré gisement. Et puis, le troisième aspect, qui est malheureusement toujours d'actualité, c'est le faible niveau de rémunération des producteurs. Donc, en fait, face à cette situation insoutenable, sachant que nous, on faisait déjà quelques conserves chez nous à titre personnel, l'idée de la conserverie est très rapidement arrivée. Du coup, en 2020, on s'est mis en ordre de bataille. On est allé rencontrer beaucoup de producteurs sur le terrain pour nous assurer qu'il y avait effectivement un besoin. Alors ça, il nous aura pas fallu vraiment beaucoup de temps pour confirmer ce besoin. Donc, il y avait vraiment effectivement pas mal de choses à faire sur le terrain, rien qu'autour de Rennes. Il n'y avait pas besoin d'aller très loin. Donc, du coup, on s'est attelé à imaginer un modèle pour pouvoir répondre à ce besoin. Et la deuxième chose qu'on a faite, logiquement, c'est d'aller voir d'autres modèles de conserverie artisanale pour voir comment ils étaient organisés et comment ils travaillaient. Et là, on a très très vite déchanté, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un modèle qui était très fragile dès aujourd'hui. Et on a identifié deux raisons principales à cela. La première raison, c'est l'énergie. Pour faire de la conserve, il y a une double facture d'énergie à payer. La première facture, eh bien, il faut payer le gaz pour faire fondre le verre en bocal. Et la deuxième facture, pour pouvoir stériliser nos bocaux, il faut chauffer des gros volumes d'eau. Et donc, du coup, on a un gros besoin d'énergie. La deuxième raison de la fragilité des systèmes et des modèles de conserverie, c'était moins intuitif là. En fait, c'est l'investissement en termes de matériel et de technologie. Le but à ça, il est évident, c'est la même démarche partout, c'est d'aller chercher des gains de productivité pour proposer des prix de revient qui conviennent à tout le monde. Seulement, l'enjeu pour des petites structures, c'est que plus on va vers des systèmes technologiques, plus on a des systèmes qui sont fragiles. Et quand vient la panne et qu'on n'est pas un gros industriel, eh bien, c'est plusieurs jours, voire des semaines d'arrêt.
Et quand ça tombe à la pleine saison, eh bien, c'est le dépôt de bilan à la fin de l'année. Donc voilà, avec ce bon constat et ces réjouissances, on se sentait pas de lancer un modèle et une structure qui puisse être pérenne et qui puisse répondre aux besoins du territoire. Donc là, à ce moment-là, on s'est donné une mission, vraiment celle d'inventer un nouveau modèle de conserverie, plutôt à l'échelle micro, qui est beaucoup plus résiliente et robuste que les modèles actuels et qu'on pourra mettre au service de la souveraineté alimentaire rennaise. Et donc, après pas mal de cheminement, de reconversion, de montée en compétences, ce modèle, il est né en janvier 2024. On a créé la structure Fourmi et on s'est lancé dans 1 an et demi d'innovation et d'expérimentation. Ce qui nous a amené à cet été, en juillet 2025, où on a eu l'honneur de pouvoir annoncer l'ouverture de la première conserverie solaire de France. Et elle est bretonne, c'est pas intuitif. Donc voilà, notre métier, essentiellement, ça va être de transformer des surplus de production de nos producteurs dans une démarche low-tech. Alors cette démarche low-tech chez Fourmi, elle s'incarne sur deux innovations finalement. On a une première innovation qui va être technologique. On utilise un concentrateur solaire, donc on s'est associé avec l'entreprise finlandaise Lightfire et leur concentrateur qui a été démocratisé par Arnaud Créteau de Néoloco, là, à côté de Rouen, qu'on associe à un poêle à bois, parce qu'on reste lucide, et en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, donc il nous faut quand même une énergie pilotable pour pouvoir assurer la production jusqu'au bout. Et la deuxième innovation, qui découle évidemment de cette première innovation technologique, c'est une innovation organisationnelle, où il a fallu revoir et réimaginer l'activité de microconserverie avec l'intermittence de l'énergie. Donc, on applique au quotidien la fameuse méthode TELED, peut-être que ça a été fait référence, je pense que vous connaissez dans la majorité des cas. Donc, l'idée étant vraiment d'assurer l'activité au maximum lorsque l'énergie est disponible. D'autres aspects qu'on a mis en place, notamment l'autoconstruction de nos outils, qui nous tient à cœur, puisque l'objectif principal pour nous, c'est d'être en maîtrise, de pouvoir améliorer nos outils et d'être capable, évidemment, de les réparer lorsqu'il y a un pépin. Et puis, il y a d'autres aspects sur plutôt la chaîne de valeur, où on essaye de raccourcir au maximum les circuits de distribution. On a développé le projet avec un imaginaire à 40 km autour de Rennes, plus ou moins quelques kilomètres, sur toute la chaîne de valeur, donc c'est-à-dire en termes d'approvisionnement, la matière première de nos producteurs, l'épicerie également, qu'on va essayer de forcer au maximum en local, mais également toute la distribution, pour que nos bocaux soient consommés à proximité et que dans une logique d'économie circulaire, on puisse consigner nos bocaux et les récupérer assez facilement. Donc pour ça, il ne fallait pas qu'ils partent trop loin. Enfin, il y a deux autres aspects dans notre organisation qui est importante, c'est notre gouvernance. Aujourd'hui, on est une SAS en statut ESUS. On verra si on évolue en coopérative. L'idée étant quand même d'avoir des organes de gouvernance où on met dans la structure toutes les parties prenantes de projet, donc les producteurs jusqu'aux consommateurs et tous ceux qui organisent le territoire, pour pouvoir nous aider en termes de stratégie et pour pouvoir nous assurer qu'on répond bien aux besoins. Et enfin, un dernier aspect, c'est celui de la transmission de notre savoir-faire, qui est vraiment intrinsèque chez Fourmi. L'idée, elle nous vient depuis le départ, c'est qu'on s'est bien rendu compte que le savoir-faire de la conserve s'était perdu et qu'il y avait un réel besoin en termes de résilience alimentaire locale que les gens se réapproprient ce savoir-faire. Nous, on le fait à l'échelle professionnelle, mais du coup, on propose aux particuliers des stages et de l'initiation pour qu'ils puissent faire en toute sécurité des bocaux comme finalement nos grands-parents faisaient il n'y a même pas 50 ans. Donc ça, c'est sur les aspects structuration. Aujourd'hui, donc on s'est lancé réellement depuis juillet 2025.
On propose 2 activités, de la transformation à l'aide de nos outils de produits végétaux bio, ultra local pour nos producteurs. Donc, on fait de la prestation de services. On est en train de développer une gamme qu'on va pouvoir, on espère, commercialiser dès l'année prochaine dans d'autres canaux de distribution. Et notre deuxième activité, c'est, comme je l'ai évoqué plus tôt, nos stages d'initiation. Aujourd'hui, notre stratégie, elle est assez simple. Ce qu'on souhaite faire, c'est faire la preuve par l'exemple de la viabilité économique de notre activité, que Fourmi est capable de rémunérer 2 ETP à l'année avec des outils low-tech. Et une fois qu'on aura atteint cette vitesse de croisière, si je puis dire, et qu'on aura bien éprouvé notre modèle, l'idée est de pouvoir diffuser notre savoir-faire au maximum. Donc, ça prendra une sorte de forme d'essaimage. Là, il reste encore pas mal de choses à construire et à imaginer. L'idée étant de pouvoir adapter notre savoir-faire aux besoins d'autres territoires. Donc, pouvoir accueillir des porteurs de projets et pouvoir les former à la conserverie low-tech. Voilà, j'ai brossé très rapidement, mais j'ai même un peu dépassé le temps que j'avais dit à Grégory. Je vais lui rendre la parole et puis je me tiens disponible pour les questions à la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Quentin. Donc, Fourmi m'a accueilli 3 semaines au mois d'août dans le cadre d'une immersion, d'une recherche participante. Et puis, le propos que je vais développer maintenant est fondé sur, finalement, la mise en lien de 4 éléments. Le premier, c'est l'appel à communication, qui nous invitait tous à explorer d'autres modèles que la seule démarche low-tech. Le deuxième, ce sont les statuts constitutifs de Fourmi qui se revendiquent, qui évoquent de manière très explicite la low-tech et la permaculture. Le troisième, ce sont mes lectures. Et puis... Oui, merci. Pardon, j'ai oublié. Mes lectures et comparaison des définitions de la low-tech et puis le croisement aussi avec d'autres modèles qui peuvent être régénératifs, permaculturels, circulaires par exemple. Et puis enfin des expériences dans plusieurs conserveries artisanales et micro-conserveries, la plus conséquente pour moi étant l'expérience avec Fourmi. Et à partir de là, ma présentation s'appuie sur 3 constats. Le premier, c'est la reliance et l'encapacitation, qui sont 2 marqueurs forts dans les discours et les actions des micro-conserveries. Le deuxième, c'est, je te ferai signe, j'oublie pas. Le deuxième, c'est l'inscription de ces organisations dans le schéma de la durabilité forte et donc finalement dans des cadres économiques alternatifs aujourd'hui. Et puis le troisième, c'est le soin et l'affirmation, merci, de toutes ces structures à évoluer dans un territoire et pour un territoire. Ça fonctionne en effet de nouveau, super. Donc le premier constat, c'est la préoccupation des organisations observées, notamment pour le tissage de liens sociaux et puis la transmission de savoir-faire dans les discours, dans les statuts, et pas seulement Fourmi, qui évoque liens sociaux et de coopération sur toute la filière, alors du consommateur au producteur, en passant par les partenariats, souvent nombreux, avec des structures soit publiques, soit privées. Et puis l'encapacitation, elle, est représentée par les apprentissages autour de l'alimentation, comme Quentin l'a exprimé, par les connaissances et puis les compétences qui sont développées, la lutte contre le gaspillage, la modalité de conservation qui est plus écologique, et puis pour certaines aussi des activités de réinsertion. Et ces 2 objectifs-là, tissage, liens sociaux et transmission de savoir et de savoir-faire, sont vraiment des constantes dans les micro-conserveries que j'ai pu observer. Ces verbatims ici sont issus à la fois d'une ethnographie, donc d'une lecture de documents attrapés sur le web, et puis de documents qui concernent 9 conserveries au total, dont les activités s'inscrivent toutes dans la reliance et dans la capacitation.
ces 9 conserveries qui ne forment pas une liste exhaustive de ce qu'on pourrait trouver en France éclairent l'ensemble de mon travail, même si ici, tout de suite, je ne vais focaliser que sur 2 de ces conserveries-là. Le deuxième constat, c'est que les cadres économiques de ces micro-conserveries se situent tous dans le schéma de la durabilité forte, et puis même dans celui du donut. Et à ce jour encore, ça oriente forcément vers des modèles alternatifs, explicites ou non, dans les démarches de micro-conserverie. Alors les statuts de fourmis mentionnent l'allotech et la permaculture, ce qui m'a amené, moi, à m'interroger sur les spécificités de chaque modèle, dont les contours, finalement, sont généralement assez flous. Alors, en essayant d'y voir plus clair, et puis porté, comme je le disais tout à l'heure, par l'appel à communication qui invitait à explorer les ponts entre l'OTEC et d'autres démarches qui mettent les territoires à l'honneur, eh bien, voilà, ma vue c'est finalement un peu troublée face à la multitude des concepts qui se croisent, se chevauchent, en tout cas en ce qui concerne le secteur de la microconserverie, et puis la manière dont elle mobilise ces cadres-là. Ces concepts sont souvent empruntés ou empruntent souvent aux autres, qu'ils soient bio-inspirés ou pas, avec des genèses qui, elles aussi, sont souvent difficiles à repérer, assez complexes, allant parfois jusqu'à la biorégion, même dans les discours. Alors, quels cadres économiques pour la reliance et l'encapacitation à travers les micro-conserveries ? Pour tenter de mieux comprendre, j'ai essayé de faire ressortir les invariants de 4 cadres économiques qui sont les plus repris dans le champ des micro-conserveries, explicitement ou bien, la plupart du temps, implicitement et vus au travers des actions menées. L'allotech et la permaculture, d'abord, parce que elle figure clairement dans les statuts de fourmis. Là, j'explicite mon choix de ces 4 cadres-là. L'économie circulaire, parce qu'elle existe dans les discours et puis dans les activités de plusieurs micro-conserveries. Ça peut passer par la mise en place de consignes, ça peut passer par la proposition de monnaie locale pour certaines d'entre elles, par la réduction des déchets ou le compostage. Et puis, elle est évoquée, l'économie circulaire, comme un levier aussi dans la plupart des cadres économiques en général. Et enfin, l'économie régénérative, parce qu'elle est bio-inspirée, comme la permaculture. Alors, la distinction n'est pas toujours évidente. D'ailleurs, à partir de demain, à Lyon, il y a les rencontres de l'économie régénérative, où, par exemple, intervient M. Brezard, qui est l'un des fondateurs de la permaculture. Et ce sont les rencontres de l'économie régénérative. Donc bio-inspirée, parce que aussi elle recoupe en son sein 2 sous-branches qui sont l'économie symbiotique et puis l'économie de territoire, parce qu'elle est en cours d'institutionnalisation. Je vais y arriver, je me suis entraîné pourtant, parce qu'elle est en cours d'institutionnalisation via une norme AFNOR-SPEC, donc qui est une sorte de préfiguration de normes. Et c'est, je crois, à part l'économie circulaire, le premier cadre économique bio-inspiré qui suit ce chemin-là. Et puis enfin, parce qu'elle porte un ancrage philosophique dans le travail de Bruno Latour, qui n'est pas sans lien non plus avec le concept de biorégion. Alors, à partir d'un corpus de 29 documents, pour moi, il s'agit de faire ressortir les principes constitutifs de chaque cadre économique, puis de les confronter pour finalement comprendre les spécificités de chacun et aussi les principes communs aux 4. La synthèse des résultats que voici montre que finalement l'intuition était plutôt bonne, c'est-à-dire qu'il y a entre les 4 cadres des recoupements qui sont extrêmement forts. Les invariants se trouvent dans le cercle et couvrent finalement tous les aspects essentiels d'un cadre économique soutenable. Et puis les distinctions qui se trouvent, elles, dans les rectangles verts sont, à mon avis, davantage en lien sont des tonalités, d'abord, seulement, et puis qui peuvent être davantage en lien avec la genèse, en fait, de chaque cadre. Alors l'idée maintenant est de voir si les organisations, donc les micro-conserveries, se situent dans un modèle plutôt qu'un autre, ou bien inscrivent volontairement ou pas leurs activités dans l'ensemble des modèles.
L'exercice ici a été réalisé avec 2 microconserveries qui ont des activités similaires, même si leurs principes peuvent être différents, et qui ont adopté une forme juridique à but lucratif, une SIC pour la première, la conserverie mobile et solidaire, et puis une SAS qui n'est pas une coopérative pour Fourmi. Alors à partir de cette fois-ci 14 sources différentes pour chacune de ces microconserveries, eh bien, j'ai essayé d'établir cette fois le profil économique de chaque organisation. Alors, ce qui passe généralement par l'interprétation, puisque ce sont le plus souvent des actions qui traduisent des principes économiques. Je me suis donc intéressé d'une part aux discours qui sont tenus ou rapportés, et puis soit par les microconserveries elles-mêmes, soit par des commentateurs externes, et puis d'autre part aux pratiques. Principes économiques, donc, qui vont ensemble constituer un modèle particulier à partir d'items comme la mission, la gouvernance, la technique, la question de territoire, et puis bien sûr la reliance, l'encapacitation par exemple. Et puis j'ai confronté ces principes économiques aux variants et invariants de chacun des cadres économiques précédents pour essayer de comprendre comment chaque conserverie s'inscrit dans les 4 cadres économiques retenus. Alors, le résultat présente 2 profils qui sont, vous le voyez dans le graphe, très différents, ce qui ne signifie pas que l'un fait moins bien que l'autre. Attention à ce type d'interprétation. Donc pour Fourmi, qui est représentée en bleu, il n'y a pas de surprise. Elle inscrit la low-tech, la permaculture dans ses statuts. Alors, le point intéressant, c'est que ça témoigne, dans ce cas, d'une logique de cadre économique top-down, puisqu'il s'agit d'appliquer un modèle que l'on a défini pour entamer l'activité, et comme le disait Quentin tout à l'heure, de prouver sa viabilité. En association sans doute aussi avec une logique finalement narrative, entrepreneuriale, pour diffuser un discours, se différencier, marquer son originalité. Et puis, pour CMS, donc la Conserverie Mobile et Solidaire, qui était une association avant de devenir une SIC, SAS, présente au contraire une logique bottom-up, c'est-à-dire que chez elle, la construction de l'activité se fait au fil des opportunités, mais surtout, avant tout, par l'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendication chez elle d'un profil économique particulier, et puis les efforts sont davantage portés bien sur l'appel à participation des citoyens, et puis sur les interbénéfices sociaux, et le cadre dans lequel elle s'inscrit le moins étant celui de la low-tech. Alors je reviens à mes 3 constats, je viens de passer le 2e. Le 3e, c'était le soin de ces structures à évoluer dans et pour un territoire. Alors finalement, eh bien, quel cadre pour une économie de territoire ? Eh bien, c'est un petit peu le même schéma que tout à l'heure, j'ai envie de dire. Alors je ne sais pas si ça se dit autour de Saint-Étienne, en Normandie, on dit souvent rebelote. C'est-à-dire que là aussi, on se trouve finalement face à l'embarras du choix. Mais 3 points. L'ancrage local des microconserveries, d'abord. Leur ambition de reliance et d'encapacitation, ensuite. La genèse aussi et l'idéologie de l'économie régénérative, pour laquelle, par exemple, l'entreprise, le territoire, l'organisation sont vus comme des milieux vivants, coévolutifs. Eh bien, ces 3 aspects-là orientent finalement assez bien vers la biorégion, dont on a parlé ce matin, je crois, qui peut constituer finalement une logique commune pour penser la dynamisation et la résilience des territoires à travers l'activité de microconserverie. On pourra revenir évidemment sur les diapos si vous le souhaitez. Les principes de la biorégion correspondent en fait assez finement à ceux des 4 cadres économiques mobilisés.
et répondent très bien aussi aux objectifs de reliance, alors par définition, en ce qui concerne la biorégion, et puis d'encapacitation au travers de principes forts de la biorégion qui peuvent être la gouvernance démocratique, la connaissance de l'environnement, le pouvoir d'agir, le fait de comprendre bien les cycles naturels, la topographie aussi, la faune, la flore du milieu de vie dans lequel on se trouve, et où la résilience est produite aussi grâce au savoir-faire locaux, par exemple. Le concept de biorégion se trouve aussi dans des verbatims issus de 5 microconserveries, et puis parfois explicitement. On le trouve aussi dans le rapport ADEME, qui s'intitulait Démarche low-tech, et puis dans l'AFNOR SPEC sur l'économie régénérative que j'évoquais tout à l'heure. Alors on est progressivement passé dans la construction du concept de biorégion, qui d'ailleurs est toujours en construction, d'une description à la base géographique, donc morphologique ou écologique, les paysages, la faune, la flore, à un fonctionnement, donc le métabolisme, c'est-à-dire à un espace constitué par les flux de tout type. Et c'est une vision assez consensuelle du territoire. Aujourd'hui, c'était rappelé récemment par Émile Burkhardt, qui lui associe d'ailleurs, dans une revue de littérature faite en mai dernier, le terme régénéré. Alors une difficulté qui est majeure, c'est que la délimitation de cet espace, qui est un espace théorique, se fonde sur ce qui est appelé les attachements, qui peuvent être autant des dépendances matérielles ou relationnelles que des sentiments. Par exemple, cartographier son impression d'appartenance ou bien ce à quoi l'on tient. Autrement dit, la biorégion est un cadre multidimensionnel, écologique, culturel, économique, tenant à la gouvernance, un cadre qui peut être personnel aussi, donc attaché à l'individu, ou bien, si on parle d'organisation, par exemple, à l'entité, mais aussi multi-échelle. Et on parle alors avec une certaine abstraction plutôt de spatialité mouvante selon les contextes que de territoire. En ce qui concerne la biorégion, les frontières peuvent donc être finalement mouvantes selon l'entité impliquée, d'une part, et puis d'autre part, on remarque aussi qu'il y a eu ce passage entre la permaculture, donc une technique d'agriculture, à ce qu'on a appelé l'économie permaculturelle, ou bien la perma-entreprise, et puis même la perma-industrie. Alors, que serait, au sens finalement de la biorégion, une bio-entreprise? Alors je vous avoue que là, je n'ai pas excellé, donc je clôt la journée. Alors disons que c'est un passage pour rire et se détendre. En fait, que serait une bio-entreprise? Sérieusement, rien de plus sans doute que finalement le maillon d'une chaîne en coévolution avec l'écosystème dont elle dépend. Et puis, ça signifie qu'elle devrait sans doute changer ses finalités, naître, vivre et même, alors ça peut être une nouveauté, disparaître pour une organisation volontairement selon l'évolution des besoins de son milieu, c'est-à-dire qu'elle serait sans doute une SIC regroupant toutes les parties prenantes et puis toutes les parties impactées. Et que l'intention entrepreneuriale également serait collective, bien sûr, plutôt que individuelle. Mais tout cela reste à questionner. En revanche, Donna Haraway, dont vous voyez la référence en bas, même si elle ne mentionne pas dans ses travaux particulièrement la biorégion, amène peut-être un élément de réponse avec son jeu de mots, c'est-à-dire que ce serait une entité responsable en capacité d'apporter une réponse, donc une solution, en affrontant un monde qu'elle-même appelle troublé, complexe, abîmé, où la vie passe par la cohabitation plutôt que par la domination. Et tout ceci nous amène assez logiquement aux limites de cette présentation,
avec, dans mon travail, donc dans ce que je viens de vous présenter, un codage à consolider. C'était extrêmement complexe et puis il faudrait le reprendre minutieusement et peut-être aussi assurer une représentativité meilleure. Il y a eu une observation in situ pour une seule des deux organisations que j'ai analysées dans cette présentation. Et puis l'ensemble aussi est fondé sur des concepts, qu'ils soient économiques ou territoriaux, dont les principes en réalité sont assez flous, se mêlent, s'entrecroisent, et puis de toute façon sont aujourd'hui encore en construction. Alors, en conclusion, de manière claire, sur les 9 conserveries étudiées, dont 4 observées, et soit en visite, soit en stage. Alors stage long chez Fourmi de 3 semaines. Et 2 analysés ici, les micro-conserveries dynamisent effectivement les territoires, sont le plus souvent orientés vers des modèles soutenables. Les cadres économiques, quant à eux, présentent une perméabilité très forte, voire une difficulté à les distinguer. Alors j'ai l'intuition qu'on peut abandonner l'idée de bio-entreprise. Je me suis interrogé sans que ça amène, je crois, quoi que ce soit, en tout cas en l'état. Et en revanche, le concept de biorégion peut être intéressant à la fois pour sa souplesse et puis sa capacité théorique à promouvoir la durabilité forte, même si on peut s'interroger sur les effets de la mondialisation qui finalement transforment ce qui est endémique, autant la faune, la flore que la géologie. Je pense aux microplastiques qui intègrent des rochers, aux espèces exotiques envahissantes donc importées, qui viennent transformer profondément les milieux de vie. Et mondialisation qui transforme aussi les cultures, et puis donc les cultures, la manière dont on voit les choses, et font parfois tout simplement disparaître les savoir-faire locaux. La low-tech, quant à elle, bien généralement absente, sauf dans le cas précis de Fourmi. Elle émarge simplement ailleurs sur les aspects de reliance et puis d'encapacitation, ce qui est déjà très bien. Mais au même titre finalement que d'autres cadres économiques et aussi elle émarge aussi sur la méthode de conservation, puisque effectivement elle est moins énergivore que la congélation par exemple. Et puis le cas de Fourmi me fait penser à ce qu'on appelle l'économie relationnelle et surtout à l'économie narrative, c'est-à-dire où le récit qui est porté fonde véritablement toute la relation avec les partenaires. Et cette idée du récit est d'ailleurs présentée par une structure qui s'appelle Common Land comme une 4e sphère qui vient s'ajouter aux 3 sphères habituelles qu'on connaît dans la durabilité forte ou le triple capital, qui sont l'économie, la société, l'environnement. Et cette 4e sphère, c'est celle de l'inspiration ou bien de l'exemplarité. Alors nous, on dirait peut-être rendre désirable. Et pour terminer, vous avez compris que j'ai saisi cet appel à communication comme une opportunité de creuser finalement des aspects méconnus pour moi. Je n'avais pas encore eu l'occasion dans mon travail de m'intéresser à la question des territoires. Et puis j'ai présenté là finalement une sorte d'étape ou d'essai de réflexion, d'ouverture, plutôt que de résultats de recherche parfaitement fermes et définitifs. Des questions ?